J'ai deux présentations à la suite. La conversion du CO2 vers le syngas via la réaction de reverse water gas shift et ensuite la valorisation de ce syngas via le procédé de Fischer-Tropsch. Sur la partie reverse water gas shift, on va déjà avoir un tout petit élément de contexte. Donc l'Agence internationale de l'énergie estime dans le scénario net zéro émission d'ici 2050 que pour atteindre la neutralité carbone, il faudra capter 7,6 gigatonnes de CO2 en 2050 et avec des paliers intermédiaires de 1,6 gigatonnes en 2030. Cette slide ici vous présente en fait quelle partie va être captée, quelle partie va être utilisée. Donc pour l'Union européenne, la quantité de capture est quand même plus faible que mondialement, bien sûr, avec 450 millions de tonnes de CO2 en Europe d'ici 2050, avec 55 qui vont être stockés et 45 qui vont être utilisés. Utilisés donc via une conversion, via principalement du syngas et une utilisation soit des carburants, soit par exemple des plastiques, et la partie stockage qui correspond quand même à 55%. Sur cette slide-là, on voit un peu plus les sources d'émissions de CO2 et comment ils vont être utilisés ou stockés. Donc, la législation impose pour la partie utilisation de n'utiliser que des sources, soit biogéniques avec le biométhane, la génération de chaleur par biomasse et captage ensuite, le captage du CO2 de l'air, de l'atmosphère, et pour les parties de CO2 fatales, principalement liées à l'industrie, ça c'est forcément lié à du stockage. C'est la législation actuelle qui est comme ça. Donc sur la partie, nous, qu'on va regarder, c'est vraiment la partie conversion du CO2, donc principalement e-fuel ou matériaux via le syngas. Donc ça représente une petite partie du biométhane, de la génération de chaleur par la biomasse et du DAC. Sur la reverse water gas shift, donc c'est quand même une réaction qui est quand même très connue, qui est la conversion du CO2 en présence d'hydrogène pour produire du CO et de l'H2O. On va regarder dans cette présentation donc la valorisation de ce CO2. Le travail à haute température, pour cette réaction, il faut travailler quand même à des niveaux de température vraiment très élevés, de l'ordre de 1000 degrés. Le type de catalyseur qui peut être utilisé pour ce type de réaction, les produits et coproduits, et le couplage de la reverse water gas shift avec d'autres procédés industriels. Alors pour les fondamentaux, j'ai montré un schéma très simplifié du procédé de reverse water gas shift. Donc on va avoir la partie capture du CO2 qui consomme entre 2 et 10 gigajoules par tonne de CO2 capté quand on va vers des procédés type lavage aux amines. On est à 2 gigajoules par tonne de CO2 pour des fumées très très concentrées. Et on est à l'ordre de 10 gigajoules pour des fumées très peu des gaz très peu concentrés, notamment pour le DAC, même si industriellement, pour l'instant, le DAC consomme plutôt de l'ordre de 30 gigajoules par tonne de CO2 absorbé. On va avoir aussi la partie production d'hydrogène. Dans le cas des électrocarburants, c'est de l'hydrogène qui est produit par électricité, donc principalement par électrolyse. Les technologies actuelles, donc la plus mature est la technologie alcalin, avec une consommation énergétique de l'ordre de 50 à 56 kWh par kilogramme d'H2 produite. Cet H2 et ce CO2 vont ensuite être chauffés pour rentrer dans le réacteur de reverse water gas shift à haute température, et on va produire un syngas en sortie et de l'eau. Principalement, c'est les produits qu'on va retrouver en sortie, et une partie du CO2 qui n'est pas converti. Si on prend l'exemple du FT avec l'upgrading, on va produire donc des carburants. Et qu'est-ce que ça va nous donner d'un point de vue énergétique? Donc ça, c'est le diagramme de Sankey avec l'utilisation du FT après la reverse water gas shift. Donc on va consommer 2,51 mégajoules d'électricité pour produire 1 mégajoule de e-diesel. C'est les ordres de grandeur sans intégration de l'H2 jusqu'au... Donc là, j'ai pris l'exemple du e-diesel. L'électrolyse, donc le rendement énergétique fait qu'on a 1,1 mégajoule de perte. Quand on se retrouve sur la reverse, on voit qu'on a une perte ici et une perte ici, principalement liée au fait qu'on ne convertit pas tout le CO2 et qu'il faut chauffer cette réaction de reverse water gas shift. Et après, sur la partie FT, on a une grande quantité de chaleur qui sort,
qui est liée au fait que le FT est une réaction exothermique. La quantité de chaleur qui est générée par le FT peut être utilisée pour la capture du CO2, ça suffit largement pour des procédés, des fumées concentrées. Pour le direct capture, ça ne suffit pas. Et on a une partie des pertes du FT qui est liée en fait, on va le voir dans la présentation d'après, mais on va produire des légers qui ne sont pas forcément valorisés. Il est difficile de produire que les produits d'intérêt, donc dans ce cas-là, les diesels. Donc si on revient plus dans la théorie, avec la reverse water gas shift, donc comme on l'a dit avant, CO2 plus H2 donne CO plus H2O, c'est une réaction endothermique. Et on a la réaction de Sabatier qui est la réaction compétitrice, avec la consommation de 4 molécules d'H2 pour produire une molécule de CH4 et 2 molécules d'H2O. Cette réaction est vraiment à éviter si on veut limiter la consommation d'hydrogène dans le cadre de la production de syngas. Donc là, j'ai fait des calculs, c'est de la thermodynamique. Donc pour atteindre une conversion de CO2 de 100%, on joue sur le ratio H2 sur CO2 en entrée et on se rend compte que donc plus on va augmenter la pression, donc le plus foncé c'est basse pression, le plus clair c'est haute pression, plus on va augmenter la pression, plus ce ratio va diminuer. Malgré tout, pour atteindre une conversion de 100% de CO2, il faut des ratios H2 sur CO2 très élevés et donc de l'H2 en très très large excès. Donc dans les faits, on ne va jamais être à une conversion de 100%, on est plus aux alentours de 70%, d'où la perte et la nécessité de capter le CO2 en sortie de la reverse water gas shift. Ici, on en parlait tout à l'heure, c'est les questions de sélectivité. En pointillé, c'est la réaction de méthanation, en ligne continue, c'est la réaction de reverse water gas shift. Et on remarque qu'en fait, plus la pression va être faible, plus la réaction de reverse water gas shift va devenir majoritaire à basse température. Basse température, tout est relatif. Là, on est à 50% et à 5 bars, on est déjà à 875 degrés. Pour 5 bars, on atteint vers 1000 degrés une sélectivité de 100% vers le CO, donc pour la reverse water gas shift. Quand on monte en pression, on se rend compte que par exemple à 30 bars, on a encore énormément de méthane, ce qui est vraiment très problématique sur cette réaction. Et donc, si on veut travailler sur un schéma complètement intégré, le Fischer-Tropsch est souvent opéré à 30 bars. Il est préférable en fait de travailler à basse pression pour la reverse water gas shift et de comprimer derrière le gaz pour éviter un excès de formation de méthane et donc un excès de consommation d'hydrogène. On se rend compte qu'en fait, il vaut mieux éviter la consommation d'hydrogène et comprimer le syngas plutôt que se mettre à la bonne pression et se retrouver avec un excès de méthane et un excès de consommation d'hydrogène. Pour cette réaction, on a parlé de catalyseurs tout à l'heure. Donc, il y a énormément d'études qui ont été réalisées au cours des années. Ça fait quand même très longtemps que cette réaction est étudiée. Donc, on entend principalement parler du nickel qui a été développé pour la réaction de Sabatier et qui présente en fait une très haute stabilité à haute température et qui permet d'atteindre la thermodynamique. Donc en fait, si on travaille à très haute température, on va avoir principalement la reverse water gas shift. Par contre, si on travaille à basse température, on va avoir la réaction de Sabatier. Donc le nickel, c'est le catalyseur de base pour cette réaction, mais dans des conditions très sévères. Après, si on veut travailler à plus basse température, plusieurs catalyseurs ont été étudiés. Donc le cuivre qui est très connu pour sa grande sélectivité. Et là, dès des bas niveaux de température, on a une sélectivité, on le voit sur cette courbe, de 100%, mais il est très peu stable à haute température, et donc on est obligé de travailler à basse température et avoir des niveaux de conversion vraiment très faibles. Donc c'est vraiment, il faut trouver, pour la reverse water gas shift, le juste équilibre entre un catalyseur qui est très stable à haute température mais peu sélectif, ou un catalyseur très sélectif mais pas stable à haute température, donc qui entraîne une conversion plus faible. Donc là, j'ai mis un petit peu ce qu'on trouve dans la littérature. On trouve principalement donc, des catalyseurs au nickel proches de la thermodynamique. Donc on va travailler à haute température et basse pression. Après, il y a des catalyseurs type perovskite qui sont cités pour leur très grande sélectivité vers le CO. Ils sont souvent cités dans des réacteurs type plasma, parce qu'ils ont les interactions avec les lacunes électroniques des perovskites favorisent en fait la reverse water gas shift. On a aussi des études qui ont été faites sur des oxydes de fer.
Et après, beaucoup de travaux réalisés sur cuivre, cuivre plus fer, cuivre plus molybdène. Et après, quelques catalyseurs un peu plus exotiques comme iridium et cérium. Si on revient donc à notre graphique, donc là je l'ai un peu modifié. On travaille à un ratio H2 sur CO2 de 2, qui est en fait le ratio H2 sur CO2 optimisé pour aller vers le Fischer-Tropsch, parce que le Fischer-Tropsch a des besoins en ratio H2 sur CO, cette fois-ci, entre 1 et 5, et donc un ratio de 2 est un ratio, on va dire, classique. On se rend compte qu'en fait, la conversion, là, qui est le truc du milieu, est plafonnée, on va dire, à 70% quand on est à 1000 degrés. Et la sélectivité donc, de CO, on arrive à avoir une très bonne sélectivité, quelle que soit la pression, et on arrive donc à limiter vraiment la production de méthane en travaillant à haute température. Quel est l'objet de cette slide? C'est se dire, comme on doit travailler à haute température, il va falloir chauffer. Il faut réussir à atteindre 1000 degrés. L'idée, c'est de convertir le CO2. Donc l'idée, c'est de ne pas en émettre ou en émettre le moins possible lors de ce procédé. Donc si on utilise des fours classiques, donc des fours à combustion gaz, on estime, ça dépend du gaz utilisé, mais environ 245 grammes de CO2 par kilowattheure. Je me suis placée à une température supérieure à 950 degrés, une pression inférieure à 5 bars, et donc ça nous donne un duty, une puissance pour le four d'environ 1,4 MW. Et une conversion de CO2, donc ça c'est la conversion thermodynamique de la reverse order shift de 70%. Si on émet du CO2 en chauffant, si on considère en fait le CO2 qu'on a pris au début, qu'on a converti, et qu'on considère aussi le CO2 qu'on a réémis en chauffant, on se rend compte qu'en fait on descend la conversion, donc la conversion effective du CO2, à 53%. Donc on perd énormément en fait si on n'optimise pas notre moyen de chauffe. Après, si on travaille avec de l'électricité, il y a plusieurs façons de voir l'électricité. Donc là, je suis partie d'un four avec une efficacité optimale. Ce n'est pas du tout la réalité des fours électriques actuellement. Mais voilà, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'on arriverait à obtenir? Donc si on travaille sur un mix énergétique, par exemple français, donc très décarboné, on va arriver à une conversion effective du CO2 de l'ordre de 68%. Donc on est quand même très proche de la conversion idéale. Et on se dit, voilà, dans ce type d'application, ça peut être intéressant de travailler avec un four électrique et travailler sur le mix énergétique. En revanche, si on travaille sur des pays très peu décarbonés, comme l'Allemagne, qui a une émission de CO2 par kilowattheure de l'ordre de 364 grammes de CO2, on est largement supérieur au cas du four à gaz. Et on se retrouve avec une conversion de l'ordre de 45%, une conversion effective du CO2. Et là, on se dit, pour pouvoir se retrouver à une conversion la plus optimisée possible, il faudrait travailler avec un mix d'énergie renouvelable ou bas carbone, mais quand on est dans des pays comme l'Allemagne, on sait que on a principalement du renouvelable, et on se retrouverait à une conversion effective de l'ordre de 69%. Je vous ai dit l'efficacité. Là, les fours actuellement électriques qu'on trouve sur le marché, c'est une modification simple du four thermique classique où on va chauffer le gaz avant et ensuite le gaz chaud va chauffer le lit catalytique. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant? C'est améliorer cette efficacité en travaillant soit en chauffant les parois du réacteur. On trouve beaucoup de travaux avec un chauffage des parois du réacteur, soit via induction, soit par effet Joule, en appliquant un courant électrique dans les parois du réacteur. Et après, on va avoir des travaux avec soit un chauffage du support. Donc, chauffage du support, on peut aussi bien travailler avec l'induction, les micro-ondes ou l'effet Joule. Et après, on va avoir des travaux qui se focalisent encore plus sur chauffer exclusivement la phase active. Et là, pour l'instant, on se rend compte, les travaux actuellement sont moins en avance que ceux où on fait chauffer le support. De plus, il y a la question, donc on a parlé de l'efficacité, mais aussi de la flexibilité. Parce que si on se retrouve dans un pays où on est obligé d'utiliser le mix énergétique renouvelable, on va se retrouver face à une intermittence.
Donc ça, c'est des données de RTE associées à la France, avec ici le solaire et ici l'éolien. Et on se rend compte en fait de la forte intermittence de l'électricité. Et l'estimation, en tout cas de cette étude, c'était que sur un procédé industriel, il faut s'attendre à minimum 10 arrêts par an. Et donc là, on se dit, mais si on a un four comme ça, qu'est-ce qui se passe si on s'arrête 10 fois par an? Et là, si on a un four classique, on estime qu'on ne peut pas monter à plus de 5 degrés par minute. Et encore, c'était vraiment très, très optimiste. Hein. Les fours industriels, on est plus à 10 degrés par heure. Et donc, il faut énormément de temps pour remonter en température après une coupure. Et on estime à environ 600 kg de CO2 par an les émissions de CO2 liées uniquement au chauffage. Et d'où un autre intérêt de travailler sur l'électrification et sur des façons d'électrifier souples et réactives, on va dire. Et donc là, si on voit les différentes façons de chauffer dont j'ai parlé, et ainsi que le plasma, les études actuellement montrent que c'est presque du on-off. Et là, on se retrouverait avec moins de 15 kg de CO2 par an pour la partie uniquement chauffe. À noter que en fonction des réfractaires qui sont utilisés dans les réacteurs, on ne va pas forcément pouvoir chauffer si vite parce que les réfractaires ne vont pas forcément tenir des rampes de chaleur aussi importantes. Mais ça, c'est sur la partie purement gestion de l'intermittence. Si on regarde efficacité énergétique, on va pouvoir aussi gagner. Et c'est vraiment tout le travail est sur la partie efficacité énergétique du four et de la chauffe pour améliorer le procédé. Après, rapidement, j'ai rajouté d'autres façons de produire du syngas. On voit pas mal de travaux sur l'électroréduction du CO2 vers le CO, qui permettrait en fait de s'affranchir d'une certaine façon de la partie électrolyse, même si on aura besoin de l'hydrogène, mais on aura besoin de moins d'hydrogène pour la partie FT que si on l'utilise pour convertir via la réaction de reverse water gas shift. Et après, il y a beaucoup d'industriels et de laboratoires qui s'intéressent à la coélectrolyse, où au lieu de mettre juste l'eau en entrée d'électrolyseur, on va mettre le CO2 et l'H2O pour produire le syngas. Et là, pareil, on va produire moins d'eau et on va mieux convertir le CO2. Donc, pareil, ça permet de gagner énormément en rendement sur cette production de syngas à partir de CO2 et d'H2O. Là, qu'est-ce que j'ai mis? C'est la reverse dans le procédé global. Donc, c'est principalement des procédés qui permettent de produire des carburants de synthèse et des intermédiaires pétrochimiques. Donc la reverse water gas shift, le chemin classique, c'est la production de syngas vers le procédé de Fischer-Tropsch. Ce procédé est favorisé et regardé principalement pour les carburants d'aviation. Ça permet de produire des très longues chaînes carbonées, paraffine dans le jargon du raffineur, ou alcane d'un point de vue chimique. Et il y a aussi des procédés type en passant par le méthanol et méthanol to oléfine. Donc là, il y a écrit oléfine to jet. Quand on discute avec des industriels, en fait, la voie méthanol est beaucoup regardée pour la partie carburant routier, parce qu'ils ont une grande quantité d'oléfine qui favorise en fait l'indice RON du moteur, enfin l'indice RON de l'essence, et qui permettent en fait un meilleur rendement moteur pour tout ce qui est véhicule léger. Et ensuite, on a, avec la fermentation du gaz, et passé par l'éthanol et alcool to jet. Donc ça, c'est les voies de synthèse, on va dire, classiques via la reverse water gas shift. Et dans le cours d'après, je vous présenterai précisément la réaction de Fischer-Tropsch. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est l'importance de cette réaction pour la valorisation du CO2, qui est en fait une solution stratégique pour activer le CO2 vers le syngas et qui va ensuite pouvoir être valorisé dans d'autres procédés. On voit que d'un point de vue thermodynamique et cinétique, en fait, c'est un procédé qui est très bien maîtrisé, très connu. D'un point de vue cinétique, on va se poser plus de questions si on travaille avec des moyens de chauffe un peu différents.
Mais si on est sur une chauffe classique, d'un point de vue cinétique, on maîtrise parfaitement ce qui se passe dans le procédé de reverse water gas shift. Les challenges qui restent encore, c'est vraiment tout ce qui est sur la partie catalyse, afin de favoriser la sélectivité vers le CO et potentiellement travailler à plus basse température et travailler sur la stabilité du catalyseur et, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le coût. Ce qui est essentiel dans ce type de procédé, c'est de réfléchir à l'intégration thermique globale, l'optimisation du procédé dans son ensemble et l'intégration dans un système industriel global. Pour les perspectives, donc, comme je l'ai dit, il y a la partie catalyse innovante. Peut-être travailler un peu sur la modélisation pour mieux comprendre les mécanismes réactionnels sur les activations qui peuvent, enfin en tout cas qui sont supposées être différentes, type les activations plasma. Et après, explorer vraiment tous les couplages possibles de la reverse water gas shift avec d'autres procédés industriels. Donc voilà, j'avais fait court sur cette partie et un peu plus long sur la suivante. Quel est ton point de vue par rapport à... Alors en France, on est décarboné, en Allemagne, on ne l'est pas, mais maintenant avec la dérégulation sur l'électricité, en fait, c'est un mix, tout est mélangé, et les prix sont plutôt européens que français. Et donc globalement, est-ce que tu as un peu une... si on s'astreint des frontières, est-ce que tu as un peu une idée des chiffres que ça nous amène? Non, je sais que c'est bien plus que le mix français. Enfin, on est plus dans les ordres de grandeur. Enfin, je sais que c'est plus élevé que le mix français. Je ne pourrais pas dire des chiffres comme ça, mais je pense qu'il est vraiment essentiel effectivement, de réfléchir à chaque pays, enfin, ou même de façon globale sur l'Europe, par exemple, pour faire les bons choix technologiques derrière. Parce que si on prend par exemple un mix français, ou si on se dit bon, je paye mon énergie renouvelable, on ne va pas forcément essayer d'optimiser la chauffe ou de limiter les consommations d'énergie parce que ça va faire des petites valeurs, des petites quantités de CO2 émises, alors que si on réfléchit vraiment au global, effectivement, on va faire des meilleurs choix, je pense, stratégiques sur les technologies de chauffe, par exemple. Moi, j'ai 3 questions enchaînées. Donc, je vais poser les 3. La première, c'est sur les hautes températures. Bon, quand on a fait la biblio, effectivement, sur le reverse water gas shift, on est étonné des hautes températures qui sont nécessaires et nous, apparemment, des basses températures qu'on utilise. La deuxième, tu as dit qu'avec le cuivre, on avait des conversions très faibles. C'est combien des conversions très faibles? Et la troisième, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir une conversion qui est relativement faible, inférieure à 50% et séparée, ou avoir une température qui est très haute et donc qui va nécessiter beaucoup d'énergie? Qu'est-ce qui est le plus rentable énergétiquement? Pourquoi on a parlé principalement des hautes températures au début? C'est qu'on a voulu faire des développements rapides sur la reverse water gas shift. Et en fait, quand on se met à haute température, un catalyseur type nickel de la réaction de Sabatier, qui sont des catalyseurs qu'on trouve industriellement, permettent d'avoir une conversion, une sélectivité en CO très élevée et une conversion en CO2 de l'ordre de 70%. Et donc c'est pour ça qu'au début, on a travaillé sur ces hautes températures en se disant, voilà, on a un catalyseur qui existe, on arrive à faire la reverse water gas shift avec ce catalyseur, et donc, entre guillemets, c'est simple, on va travailler à très haute température. Après, quand on parle de plus basse température, typiquement pour le cuivre, donc le cuivre, quand on regarde un peu dans la littérature, les travaux sont plutôt vers 600, 750 degrés. Si on se met à 600, 750 sur mon graphe, on se retrouve, on arrive à inhiber complètement la réaction de méthanation, mais en fait, on se rend compte qu'on est bloqué par, en fait, on va convertir la sélectivité qu'on a sur le CO, c'est vraiment la quantité de CO2 qu'on va réussir à convertir vers le CO. Et donc, en fait, on est bloqué. Ici, ça ne devient plus une sélectivité, mais un rendement. Et on se retrouve vers entre 50 et vers 50% de conversion de CO.
de CO2, pardon, et à encore plus basse température, on a vraiment des conversions très très faibles. Et donc, si on a 40 ou 50% de conversion à basse température, ça coûte plus cher d'utiliser, de séparer le CO du CO2 que de faire la réaction à plus haute température avec, mais quand même 70% de conversion. Du coup, moi, c'est une des questions que j'ai posée à mon stagiaire. Non, mais c'est vraiment une question qui me semble vraiment essentielle, effectivement, c'est d'étudier le coût du captage à la sortie et de regarder, vraiment comparer, en fait, c'est vraiment ça, c'est comparer la consommation énergétique liée à un catalyseur type nickel, qui va être très sélectif haute température, et donc moins de CO2 produit, donc moins de CO2 à traiter derrière, et regarder avec un catalyseur au type cuivre, où on va avoir des niveaux de conversion, des niveaux de sélectivité beaucoup plus élevés à basse température. Après, à noter que si on réfléchit en termes de production, comme on va convertir moins, pour produire la même quantité de CO, on va avoir besoin de réacteurs beaucoup plus gros. Et donc le CAPEX va énormément augmenter. Donc c'est là, il faut trouver un juste équilibre en fait entre ces deux-là. Oui, Marie, j'avais une question concernant le coût du CO auquel vous arrivez. Parce que comme vous l'avez très bien dit, il faut que le CO2 vienne soit d'une source biogénique, soit du DAC. Donc c'est déjà un CO2 cher. L'hydrogène doit venir d'électrolyse. Sinon, ça n'a pas d'intérêt au niveau de l'impact carbone. Donc on sait là aussi que l'hydrogène est cher. Donc vous arrivez dans vos études à un coût du CO2 qui est autour de combien? Parce que c'est le juge de paix à la fin. Parce que voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on a cette molécule de CO pour faire le e-fuel, combien va nous coûter à la fin, et est-ce qu'on est prêt à payer pour le faire? Oui, le e-fuel est bien plus cher que le carburant classique. Et en fait, là, on le verra dans la présentation d'après, mais en fait, c'est vraiment la législation qui va driver l'injection des e-fuels et qui va permettre de produire ces e-fuels, parce qu'en fait, ils coûtent très 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 cher à produire. D'abord par la matière première et en plus parce que le procédé est bien plus complexe qu'un procédé de raffinage classique. J'avais une question sur la stabilité du catalyseur, parce que vous travaillez à 1000 degrés à peu près pour éviter la formation du méthane. Mais est-ce que vous ne fumez pas du charbon peut-être à haute température? Alors dans les conditions, les conditions, on n'est pas en... Enfin, les conditions avec un ratio de H2 sur CO2 de l'ordre de 2, on forme quasiment pas de charbon du tout. On a fait des manips avec des tests longue durée et on n'a aucune désactivation du catalyseur. Ce que vous dites là sur, finalement, c'est mieux d'avoir des sources énergétiques modulables parce qu'on va être plus efficace, d'accord. Mais comme le problème du CO2, c'est un problème global, on ne peut pas réfléchir que à l'échelle nationale d'un pays qui est très décarboné. Surtout que vous avez dit qu'en 2036, il y avait un premier pas, un premier objectif, et que d'ici là, fondamentalement, les systèmes de production d'énergie globaux n'auront pas tellement changé. Enfin, ça change quand même assez vite en Inde et en Chine. Et donc, je voudrais savoir juste, est-ce que pour la première étape, c'est-à-dire 2036, compte tenu des objectifs qu'on a, on est dedans, on n'est pas dedans, on ne sait pas. Sur ce procédé-là ? Non, pas que sur ce procédé-là, parce que ce que j'ai compris, c'est que ce procédé-là, c'est un peu à la marge. C'est-à-dire que d'ici 2036, les choses énergétiquement n'auront pas bougé, donc il faut partir avec une production d'énergie qui n'est pas forcément comme modèle une énergie complètement décarbonée et qui permet la stabilité du signal. Donc, moi, je voudrais juste savoir parce que quand je vous écoute, je me demande, est-ce que finalement, à court terme, dans un système qui énergétiquement ne va pas tellement bouger, est-ce qu'on est capable de capter les masses de CO2 qu'on a dit qu'on capterait, quoi? Alors, je n'ai pas la réponse pour la partie captage du CO2. Si on arrive à capter le CO2 qu'on voulait capter. Après, pour ces procédés-là, on ne peut pas travailler avec le... Là, j'ai fait les calculs pour donner des ordres de grandeur, mais d'un point de vue légal, on ne doit pas travailler avec de l'énergie qui n'est pas décarbonée. Donc, on travaille, quand c'est les énergies renouvelables, avec les excès de production.
et sinon pour les pays qui le permettent, avec de l'énergie bas carbone, de l'électricité bas carbone, pardon. Et d'où toute la difficulté en fait, de ces procédés, c'est être capable en fait, de réagir à cette intermittence. On ne peut pas dire que la France a une énergie bas carbone. On a une électricité bas carbone, ça c'est vrai, mais on a quand même une économie fortement carbonée. On importe 60% de notre énergie. C'est des carburants fossiles. Et en gros, les Français, c'est 1% de la population mondiale. On émet largement notre pourcent de CO2 mondial. Donc en fait, dire que la France ne doit pas faire d'efforts parce qu'on est décarboné, c'est un peu climato-dénialiste. Donc voilà, c'est un des arguments qui est utilisé. Donc voilà, il faut quand même dire les choses. On a besoin de faire notre effort. Bien sûr, il faut que les Allemands, les Américains, les Chinois font beaucoup d'efforts. Quand je vois ces procédés à haute température, je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à utiliser du solaire, et notamment du solaire concentré? Alors, j'entends bien que ce n'est pas pour maintenant et que peut-être au niveau des cinétiques nécessaires, ça sera trop tard. Mais est-ce que tu connais, on pourrait imaginer des petites unités de concentrateurs solaires, on peut monter à 1000 degrés assez facilement avec des échangeurs adaptés. Alors c'est intermittent évidemment, mais est-ce que tu connais des travaux qui vont dans ce sens? Je connais des gens qui réfléchissent là-dessus, et puis il y a eu les gens d'Odeio par exemple, Gilles Flamand, mais il n'y a pas de procédé à ma connaissance.